Depuis plus de 1300 jours, un pays tient tête à l'un des plus puissants empires militaires du monde. Malgré les bombardements, les coupures d'électricité, les pertes humaines et les villes dévastées, l'Ukraine n'a pas fléchi. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, mais une guerre d'endurance, une bataille de volonté, un affrontement entre deux visions du monde. Et au cœur de cette résistance, un souffle persiste, celui d'un peuple qui refuse de plier. L'esprit de l'Ukraine demeure intact, déclarait récemment Ursula von der Leyen. Mais derrière ces mots, une autre réalité se joue, celle des calculs économiques, des stratégies diplomatiques et des équilibres fragiles entre alliés. Car aujourd'hui, l'avenir de cette guerre pourrait bien se décider non pas sur le champ de bataille, mais dans les bureaux feutrés de Bruxelles, de Stockholm ou de Copenhague. L'Union européenne, malgré ses divergences, tente d'unir ses forces autour d'une idée audacieuse, faire payer la Russie pour les destructions qu'elle a causées en utilisant ses propres avoirs gelés. Un projet colossal de 140 milliards d'euros, porté par la Commission européenne, mais qui se heurte déjà à des résistances. La Belgique, où sont détenus la majorité des actifs russes, refuse d'assumer seule les risques. Les discussions s'intensifient, les positions se durcissent, et chaque capitale européenne avance ses pions dans une partie où se mêlent morale, droit international et intérêt financier. Derrière les discours de solidarité, c'est l'âme même de l'Europe qui se joue, une Europe capable de défendre la justice et la souveraineté, ou une Europe paralysée par la peur et les calculs. Dans les jours à venir, des décisions historiques pourraient redéfinir la manière dont le monde répare les crimes de guerre et protège la liberté des nations. Alors que la neige s'apprête à recouvrir le front ukrainien, les diplomates, eux, s'apprêtent à écrire une nouvelle page de l'histoire européenne. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est exprimée depuis Stockholm avec une détermination mesurée, mais ferme. Son ton, à la fois diplomatique et résolu, trahissait l'enjeu colossal du moment. Faire de l'Europe non seulement un soutien militaire et humanitaire, mais aussi un acteur concret de la reconstruction ukrainienne. Face aux journalistes, elle a rappelé que le projet d'un prêt de réparation de 140 milliards d'euros reposait sur une idée simple, mais symboliquement puissante. Utiliser les avoirs souverains russes immobilisés dans l'Union européenne, principalement au sein de la Chambre de compensation Eurocléar, à Bruxelles. Ce mécanisme reste juridiquement valable, a-t-elle insisté, répondant ainsi aux doutes exprimés par certains États membres, et notamment la Belgique. Mais derrière cette phrase apparemment technique se cache une véritable bataille de principes. D'un côté, ceux qui estiment que la Russie doit, d'une manière ou d'une autre, payer pour les destructions qu'elle a infligées. De l'autre, ceux qui craignent qu'une telle décision ouvre une boîte de Pandore juridique, mettant en péril la crédibilité financière de l'Union et la stabilité de l'euro. Von der Leyen ne nie pas les risques, mais elle les assume. Elle parle de « questions techniques à résoudre », de « garanties à définir ». En réalité, c'est tout un équilibre entre justice et prudence qu'elle tente de préserver. Car au-delà du symbole, il y a le pragmatisme. Ces actifs russes, estimés à plus de 200 milliards d'euros, sont immobilisés depuis février 2022. Les faire fructifier, les transformer en levier économique pour soutenir Kiev, serait une première historique. Ce serait aussi un message au monde. Celui d'une Europe capable de transformer les armes de la guerre en outils de reconstruction. À ses côtés, les dirigeants nordiques ont affiché un soutien sans équivoque. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a rappelé qu'il n'y avait pas d'alternative à ce prêt de réparation, déclarant même « J'aime beaucoup l'idée que la Russie paie pour les dommages qu'elle a causés en Ukraine ». Ces mots, simples mais lourds de sens, traduisent une conviction partagée par plusieurs pays. La paix ne peut être durable que si elle est juste. Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a quant à lui souligné que ce plan représentait la seule solution raisonnable pour combler les besoins financiers colossaux de l'Ukraine, estimés à 55 milliards d'euros pour les 2 prochaines années. Derrière cette unité apparente, les fissures persistent. La Belgique, prudente, s'inquiète des conséquences pour Eurocléar et pour sa réputation internationale. Et la Banque centrale européenne partage en partie ses réserves. Mais dans ce débat complexe, Ursula von der Leyen avance avec la conviction que l'Europe ne peut plus se contenter de condamner. Elle doit agir, inventer de nouveaux outils et assumer les responsabilités que son propre leadership impose. Dans un monde où la puissance se mesure désormais autant à la fermeté économique qu'à la force militaire, l'Union européenne joue ici une partie décisive. Si elle parvient à surmonter ces divisions, elle prouvera que sa solidarité avec l'Ukraine n'est pas qu'un slogan mais une stratégie, une vision et peut-être un tournant dans l'histoire européenne.
Ce qui s'est passé est d'une importance majeure, même si cela peut sembler, à première vue, n'être qu'une discussion technique à Bruxelles. La Commission européenne, menée par Ursula von der Leyen, propose un mécanisme inédit, utiliser les avoirs russes gelés dans les banques européennes, notamment à Euroclear en Belgique, pour financer un prêt de 140 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. En clair, il s'agirait de transformer les fonds d'un État agresseur en ressources pour reconstruire le pays qui l'a détruit. L'idée est audacieuse, mais elle divise. La Belgique, où se trouve la majorité de ses actifs, s'inquiète des risques juridiques et de l'impact potentiel sur la stabilité financière. Certains pays, comme le Danemark ou la Finlande, soutiennent sans réserve cette initiative, la voyant comme un acte de justice et un moyen concret de faire rendre des comptes à la Russie. En toile de fond, l'Europe se trouve à un moment charnière, entre la solidarité morale et la prudence économique. Ce débat dépasse largement la question ukrainienne. Il pose une question essentielle. Jusqu'où une démocratie peut-elle aller pour défendre ses valeurs sans compromettre son équilibre intérieur? Sur le plan géopolitique, cette initiative redessine les contours de la puissance européenne. L'Union, longtemps perçue comme un géant économique mais un nain politique, tente ici d'affirmer sa souveraineté morale. Elle veut prouver qu'elle peut agir sans attendre Washington ou l'OTAN. Mais derrière cette volonté se cache un dilemme profond, celui de l'Europe entre unité et fragmentation. Si certains États veulent aller vite et fort, d'autres redoutent les conséquences sur le système financier mondial et sur le principe même du droit de propriété. Ce débat révèle la tension constante entre la justice et la stabilité, entre la morale et le réalisme. Sur le plan économique, l'enjeu est tout aussi colossal. En mobilisant ces fonds, l'Europe ouvrirait la voie à un précédent international, celui où les avoirs d'un État sanctionné pourraient être utilisés à des fins de réparation. Une telle décision pourrait inspirer d'autres régions du monde, mais aussi inquiéter les investisseurs étrangers qui verraient dans cette pratique une politisation du système financier. En d'autres termes, c'est une ligne rouge que l'Europe s'apprête peut-être à franchir, et dont les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà du continent. Et pourtant, au-delà des chiffres et des institutions, il y a des visages. Ceux des familles ukrainiennes déplacées, des enfants qui grandissent dans des abris, des hôpitaux reconstruits grâce à l'aide européenne. Derrière les débats diplomatiques, il y a cette volonté de rendre un peu d'espoir à ceux qui ont tout perdu. Il y a aussi, plus discrètement, les doutes des dirigeants européens, conscients de la fragilité de leur propre cohésion. Car derrière chaque décision politique, il y a une part d'humanité, une peur du risque, une quête de sens. Ce moment nous interroge. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que la justice triomphe du cynisme? Sommes-nous capables de repenser le rôle de l'argent, non comme une arme de pouvoir, mais comme un outil de réparation? Voilà ce que cette histoire raconte, un continent en quête de courage moral, une guerre qui redéfinit les frontières entre économie et éthique, et un monde qui, peu à peu, comprend que la puissance ne se mesure plus seulement en armes, mais en valeurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce prêt est-il un acte de justice ou une dangereuse dérive? Partagez votre avis en commentaire et ouvrez le débat. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.